Alors, Lorella Benavoli est une artiste et chercheure franco-italienne qui vit à Montréal et à Paris. Je ne sais plus où elle vit, mais... C'est de l'autre, voilà. Voilà, ces œuvres installatives interdisciplinaires explorent par le son les rythmes des arbres, des astres, des corps, du cosmos. Elle expose son travail en Europe, aux États-Unis et au Canada. Elle est détentrice d'un doctorat de l'Université du Québec à Montréal, dont la recherche vise à définir la pratique de la sonification en art et plus particulièrement dans les installations. Auteure d'articles sur l'art audio, elle est chargée de cours à l'UQAM et chercheure postdoctorale à l'Université Jean Monnet à Saint-Étienne, mais apparemment plus. Enfin, beaucoup de choses sont passées. Je suis officiellement diplômée depuis le 26 septembre, donc je ne suis plus à l'UQAM comme étudiante, en tout cas. Je ne suis plus non plus ici, mais c'est intéressant pour notre propos en réalité, sur le fait d'être artiste indépendant, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre de la pérennité des œuvres, comment... Voilà, etc. Bon, voilà. Les contrats. Mais disons que c'est pas ça que je vais aborder directement, mais ça pourrait être aussi l'objet voilà, d'un échange. Voilà. Alors, bonjour. Bon, je voudrais remercier pas mal de monde. Je voudrais remercier Anne-Olga tout d'abord, grâce à qui j'ai pu faire un contrat de recherche ici dans le cadre d'un postdoc. Et grâce à ça, donc, j'ai été entraînée dans cette aventure qui se conclut pour moi, en tout cas, aujourd'hui, ici avec vous. Et je suis ravie de partager ce moment-là avec pas mal d'invités dont j'admire le travail. Je voulais remercier aussi le CIREC pour son accueil pendant tous ces mois. Danielle Méo, je ne sais pas si elle est là. Et voilà. Alors, je voudrais juste vous dire donc d'où je parle, justement, puisqu'on l'a abordé. Donc, je suis à la fois artiste. Est-ce qu'on est chercheur quand on n'est pas dans une institution? C'est une question. Mais enfin, disons que je me considère aussi comme chercheur depuis ce passage par un doctorat. Chercheur parce qu'il y a une transmission des savoirs et des connaissances. En fait, je pense que ce qui définit la recherche, c'est ça, c'est pas le fait de chercher, je crois qu'on cherche tous, mais c'est le fait de partager ce qu'on découvre ou ce qu'on trouve, voilà. Et c'est ce qu'on fait ici aujourd'hui. Donc je parlerai ici aujourd'hui avec cette double casquette. La question du temps, alors le titre du colloque, le temps à l'épreuve des œuvres numériques, les œuvres numériques à l'épreuve du temps, est ce que j'appelle une sorte de monstre à deux têtes. Jusqu'à maintenant, on a pas mal parlé de la question de la conservation, c'est-à-dire les œuvres numériques à l'épreuve du temps. Et moi, j'avais envie plutôt d'orienter ma présentation sur la question du temps à l'épreuve des œuvres numériques. En tout cas, à l'épreuve de 3 de mes œuvres, en dialogue avec Anne-Olga, qui m'avait dit « Présente ton travail, on va discuter à partir de ça ». Je vais donc d'abord présenter un récit biographique, mais biographique artistique très bref. Ensuite, je vais vous présenter 3 œuvres. Et enfin, je vais passer à cette question de la temporalité à travers la pratique de la sonification par des artistes plasticiens, qui est l'un des objets de ma thèse. Donc, je vous ferai part de 2 ou 3 conclusions de la thèse. Voilà ici mon petit plan. Vous voyez en gros. Voilà. Alors, évidemment, j'ai présenté chaque étape, j'ai pris des étapes de production qui concernent la temporalité. Je démarre par l'Einfühlung, qui est donc un terme allemand, qui a été traduit ultérieurement par empathie, aussi bien en anglais qu'en français. Donc ça vous donne déjà une idée de ce que ça veut dire. Mais je le garde en allemand parce que l'empathie est pas mal connotée. Elle a été surtout reprise par la psychologie. Et bien que cette introduction fasse appel à la psychologie esthétique, parce que c'est un terme qui vient de là, ce n'est pas l'orientation globale de ma présentation. L'Einfühlung, c'est un terme que j'ai découvert dans un texte de Wilhelm Worringer qui s'appelle « Abstraction et Einfühlung ». Donc, il met Einfühlung en pendant de l'abstraction en art et qui désigne chez l'artiste plasticien
le fait au moment, chez l'artiste plasticien qui travaille avec la figuration, c'est-à-dire dans la tentative de reproduire d'une façon presque magique en 2D ou en 3D, en tout cas, je ne dirais pas de reproduire, mais de s'inspirer des formes du monde physique. J'ai plus envie de dire la nature. À l'époque de l'Anthropocène, ça semble dépassé, mais en tout cas, un artiste qui s'inspire des formes physiques du monde pour produire une œuvre est habité par une Einfühlung, c'est-à-dire qu'au moment où il produit ces formes, cela a été précédé par une expérience fusionnelle, par une expérience une sorte de débord d'essence et d'une délocalisation du sensible où on sort de son corps pour pouvoir être l'autre chose, que ce soit un caillou, un arbre, une montagne. Alors Stefania Caliandro propose cette jolie définition dans laquelle vous allez voir la question du temps est posée à plusieurs reprises. Je vais le lire, ou je vais vous laisser le lire, je trouve ça toujours désagréable d'avoir une voix et un texte. C'est bon. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé... Quand je dis c'est à partir de là, évidemment, les choses ne sont pas du tout aussi logiques. Mais disons que la description de ce qui, chez moi, est à l'origine du travail se situe là. La source est là. Donc, quand j'ai commencé, toute jeune artiste à l'école d'art, j'ai décidé de prendre des matières et de décider que mon travail de sculpteur serait de donner forme à l'énergie de la matière, puisque je pensais que si j'arrivais à communiquer, à avoir cette relation dans un Einfühlung avec la pierre ou l'arbre, c'est qu'il y avait bien quelque chose qui circulait entre moi et le monde extérieur. Donc mon travail d'artiste serait de saisir cette énergie, cette chose fluide. Alors j'ai commencé avec le bitume et c'est vraiment un choix totalement... je ne savais pas que le bitume était une matière... les physiciens diraient amorphe, c'est pas très beau, mais en tout cas une matière fluide, mais une fluidité lente. Quand je l'ai récupéré, il était solide. Bref, je l'ai mis dans un moule, j'ai démoulé. Quelques jours plus tard, j'obtenais cette forme-là. Là, c'est un moulage en résine de cette forme. Et encore plus tard, il se passe quelque chose comme vous voyez en bas à droite. Bon, là, c'est un travail évidemment avec une structure. Donc, à partir de là, la question du temps, comme mot, comme concept, est intervenue dans mon travail. Je n'en avais pas conscience avant. L'Einfühlung, je ne l'associais pas au temps. Je l'associais à une expérience difficilement descriptible. Et puis ensuite, ça m'a conduit à travailler avec le médium, avec l'eau. Donc évidemment encore la fluidité. Donc ici il s'agit d'une pièce dont en fait c'est un cube d'eau. Au centre il y a une sorte de cheminée, l'eau s'écoule. Mais l'eau s'écoule, mais le miroir reste toujours à fleur d'eau. Donc on voit ici la pièce à la Fondation Schneider à Wattwiller. Juste un détail, cette pièce a été installée il y a 3 ans. J'ai dû la restaurer cette année, donc la question de la temporalité dans les œuvres, voilà, n'est pas un domaine exclusif du numérique. Cela dit, l'eau, la pompe électrique, etc., produisent des usures. Alors, je passe maintenant à ce qui est un peu le centre de ma présentation, qui est sonnifier les silencieux tremblements du temps. Donc, les silencieux tremblements, j'en ai un petit peu parlé à propos de l'Einfühlung et dans un désir, dans un projet artistique. Le temps, on va le voir revenir, et la sonnification avec un G. Je vais vous en parler maintenant pour finir par la sonnification avec un simple N dans probablement 6 minutes. Alors, le souffle de la Terre, donc c'est un projet que je présente souvent parce qu'en réalité, il est hyper bien documenté, ce qui me permet de bien transmettre la présentation. L'idée du projet, c'était de rendre
d'entendre, de rentrer dans un espace architectural a priori, donc de ne pas créer d'objet, dans lequel on entendrait la Terre en temps réel. Donc en temps réel, c'est déjà une donnée technique, mais en tout cas dans lequel on entendrait la Terre et ses mouvements. Pour réaliser ce projet, j'ai rencontré Jean-Paul Montagnier à l'Institut de physique du Globe de Paris, qui, donc au tout début, on s'est rencontrés peut-être en 80, je sais pas, 18, quelque chose comme ça. Il m'a donné ces documents. Donc il m'a dit, tu vois là, je sais pas si je peux utiliser la souris. Ah oui, super. Bon, il me dit, voilà, là on a, alors on a, je vais vous dire ce qu'on a et ce qui m'a marqué. Si je vous montre ces documents, c'est parce qu'ils avaient une charge poétique, hein, qui m'ont entraîné à travailler avec le son et avec voilà, une dimension temporelle encore plus accentuée. Donc vous voyez ici, il y a l'enregistrement sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, de la Terre. C'est-à-dire, donc il y a des sismographes qui sont posés sur la Terre et qui enregistrent. Et si on voit ici en bas à gauche, c'est un détail agrandi qui indique par ces doubles cycles les marées lunaires et solaires qui déforment la Terre. Donc la Terre produit une sorte d'onde porteuse que l'on enregistre. Et puis là, à l'époque, c'était tous les lieux où il y avait des sismomètres sur le globe. Et là, ce sont les fichiers ASCII qui sont donc la numérisation de ces données-là. Non, qu'est-ce que je fais? Ok. Ça, donc, c'est l'idée du projet. Donc, à gauche, cette architecture dont je vous parlais, dans laquelle on imagine ce son de la Terre. Je ne savais pas ce que c'était, hein. En fait, je parle du son de la Terre, mais évidemment, les données que je vous ai montrées n'étaient pas des fichiers sonores, hein. Ce sont des graphiques cartésiens qui montrent simplement les ondes sismiques. Et ici, par rapport à la question donc, du principe technique de l'œuvre, donc ici sur la Terre, il y a des sismomètres qui produisent donc des fichiers. Ces fichiers sont numérisés. Ensuite, ils doivent être décodés. Bon, l'idée, nous, c'était de pouvoir les capter en temps réel sur le net. Je précise qu'entre le moment où j'ai commencé à travailler, 98, et la première installation, on était passé des envois, les données sismiques étaient envoyées en cassette par la poste jusqu'à l'Institut de physique du Globe. 2 ans plus tard, ils étaient envoyés en CD. 4 ans plus tard, il y avait un site internet, le Géoscope, qui réunissait les données. 5 ans plus tard, quand je dis ça, c'est pas 4 ans plus 5 ans, c'était donc par rapport au point zéro du début du projet, il y avait un site international, LIS, qui réunissait toutes les données de tous les réseaux de géophysiciens du monde. Bref, ça pour vous dire que c'est la course voilà, aux sources, la course à comment traiter ces sources, parce qu'il fallait faire un petit logiciel pour aller récupérer les données, que ces données passent ensuite par Max, bon, en vue donc, de faire un traitement en temps réel. Donc voilà, ici ensuite on passe par la phase de l'ordinateur, de MaxMSP qui allait permettre ensuite de récupérer ces données en point wave et de faire un traitement spatial voilà, dans l'espace de l'installation. Okay. Je vais vous faire écouter, je ne savais pas que le dispositif technique qu'on allait avoir aujourd'hui, alors c'est super parce qu'il est magnifique, j'espère que mes sons seront à la hauteur du coup parce que je n'ai pas fait de traitement particulier. Donc je vais lancer le premier. Alors, donc ça, c'était la première étude. Alors ça, pareil, au niveau du temps, hein, avec ce travail-là, j'ai fait 7 études. Ben, j'appelle ça des études, parce qu'à chaque fois, il y a un travail in situ.
qui change de forme. À chaque fois, c'est une expérimentation quant à la spatialisation, au traitement. Donc c'est comme une œuvre, un work in progress, mais vous allez voir, je vais juste vous présenter une autre de ces études qui ne prend jamais la même forme visuelle et spatiale, ni même sonore d'ailleurs. D'abord parce que donc l'idée de traiter le son en temps réel fait en sorte que le son n'est jamais le même. Là, je voulais vous présenter alors un logiciel sur la question de l'obsolescence. C'était aussi intéressant. Donc cette semaine, quand j'ai préparé la présentation, je ressors mon logiciel qui est en Java. Bon, c'est légitime au bout de combien, peut-être 14 ans. Donc, je n'ai plus pu travailler les sons. Hein, donc voilà, moi ça me pose la question que je posais tout à l'heure à Jean, qui était comment tu fais si tu n'as plus accès à tes propres outils de travail. Voilà, bon, ça c'est une question ouverte. En tout cas, on a réalisé un logiciel avec deux étudiants de l'Université de technologie de Compiègne, qui à l'époque était aussi un partenaire du projet très important, avec l'engagement de Bernard Stiegler et Charles Lenay. Et on a donc réalisé un logiciel qui en fait était un outil de travail pour moi, qui me permettait d'aller saisir les ondes sismiques, de les écouter à différentes vitesses, et ensuite de faire des choix pour les installations dans les divers lieux d'exposition. Alors, je vous présente un autre projet qui était... ah oui, si, je veux revenir juste à une chose avant. Ce qu'on a entendu dans l'image qui représentait le parc où était exposée l'étude numéro 1, vous avez entendu qu'on avait des changements, essentiellement des changements de volume au sein d'une matière très bruitée, qui correspondait donc à ces fameuses marées lunaires et solaires. Hein. Après, j'avais envie de rentrer dans le signal et il se trouve que le logiciel que m'ont fait donc Simon Vanesse et Simon Lincel à l'époque était en tout cas pour moi assez extraordinaire parce qu'il permettait donc à partir de la captation d'un signal qu'on voit ici, donc on a un cycle quand même assez long, de sélectionner une partie de ce signal, de l'agrandir, mais l'agrandissement visuel que vous voyez ici correspondait aussi à un agrandissement auditif. C'est-à-dire qu'on rentrait dans le détail des données. Donc là, on peut parler aussi, quant à la question du temps, d'échelle temporelle. Et évidemment, quand on rentre dans ce détail-là temporel, on ne peut plus être à l'échelle de ces longues ondes, sauf évidemment si on décide de faire une composition et qu'il s'agit d'un matériel d'échantillons. Mais moi, je n'avais pas envie de ça. Ce que je voulais, c'était qu'on entende en temps réel ce qui advenait, sans contrôle sur les formes sonores qui allaient arriver, sans contrôle, mais par contre avec des choix esthétiques sur la qualité de la diffusion. Bon, on pourra revenir à ça plus tard. Donc ici, c'est l'étude numéro 5 qui était exposée donc, au FRAC. Vous dire que, bon, là par exemple, on voit au centre le plan de la salle qui m'avait été proposée donc, à Metz. C'était une salle qui n'était pas si grande que ça, mais quand vous rentriez, si vous parliez à quelqu'un qui se trouvait à l'autre bout, on ne comprenait pas, tellement l'écho où la réverbération était intense. Donc, ce n'était pas possible de diffuser des ondes aussi basses que les ondes de la Terre. Donc, il a fallu imaginer un dispositif qui était cette sorte de petite cellule rouge qui jouait aussi avec l'architecture, qui permettait voilà, au public de prendre quand même le temps d'aller vers cet espace sonore qui était à l'intérieur, mais évidemment qui transpirait à l'extérieur de la cellule. Et donc, vous voyez ici, je ne sais pas si on voit très bien, non, c'est assez flou sur l'écran. Bon, en tout cas, alors vous allez me faire confiance sur la description. Donc ici, il y avait 4 haut-parleurs avec 2 caissons de basse. Et vous voyez ici en bas la construction. Donc il fallait réaliser un dispositif qui amortissait, absorbait, etc., les sons. Donc je vais vous faire écouter juste 2 échantillons.
Je voulais dire à propos du temps, en écoutant cet échantillon, que je ne voulais pas faire une œuvre, je ne voulais pas enregistrer les sons, ces sons-là, ces traitements temps réel de la Terre, pour pas du tout des raisons techniques, ni même, j'allais dire, mystiques, bien que, mais, comment dire, la qualité, la profondeur de ces sons qui arrivaient semblait tellement précieux et semblait tellement toucher à quelque chose de l'ordre du sacré que je ne me sentais pas à même de prendre ces sons, de les garder comme des objets sonores conservés et de les diffuser par disque ou sur Internet, etc. Donc, l'idée, c'était que cette œuvre soit une œuvre éphémère, qu'on la vive dans le présent de l'expérience. Et après, voilà. Donc, par contre, j'avais un rituel au début de chaque exposition, au début de chaque période d'expérimentation. J'enregistrais les 5 premières minutes. Si l'expo durait 3 semaines, j'enregistrais les 5 dernières minutes. Voilà. C'était une façon quand même de conserver et de pouvoir partager avec vous, voilà, des petits moments comme ça d'enregistrement. Je vais juste... alors, on est 10, 31, 20... Comment ? Ah, ok. Donc on peut écouter ça. Peut-être un tout petit peu plus fort. Merci. Alors la question du temps réel, je l'aborde ici techniquement parce qu'elle rentre dans nos questions de temps. Les ondes sismiques, c'est-à-dire sont des ondes infrabasses. Pour pouvoir les rendre audibles, notre choix a été de les compresser dans le temps. Donc à partir du moment où on compresse dans le temps une donnée, comment est-ce qu'on fait pour l'entendre en temps réel ? En fait, c'est impossible. Donc ça n'est possible qu'en en manipulant le signal. Donc là, il y a un petit schéma, je ne sais pas s'il est très clair, mais je vais vous le commenter. Donc l'idée était la suivante. En fait, dans les installations que j'ai faites, il y avait 5 sources, c'est-à-dire que nous étions connectés à 5 stations sismométriques qui se trouvaient sur le globe terrestre. Pendant 5 minutes, comme vous l'avez entendu là tout à l'heure, hein, les timbres, les sonorités, etc., sont extrêmement différentes. Donc j'avais envie de partager cette différence. Donc il y avait un cycle de 5 minutes durant lequel le son était diffusé sur 5 stations, donc les unes après les autres. Donc ça veut dire que pendant 20 minutes, on pouvait récupérer des données d'une station et ensuite les rediffuser. Donc là, c'est ce que ça exprime. Mais il n'en reste pas moins que, selon la station, la compression dans le temps était différente, parce que l'idée était aussi là, évidemment, de faire des choix esthétiques. Et même si les ondes sismiques et du coup ce que j'appelle aujourd'hui les sons de la Terre, on comprend qu'à l'origine c'est pas des sons, mais qu'on va appeler, maintenant qu'on sait un peu de quoi on parle, les sons de la Terre, ils sont, comment dire, il y a des constantes à chaque station, bien qu'il y ait des différences dans la durée. Ça peut être très monocorde ou ça peut être très violent. C'est très émouvant d'entendre ces états différents de l'intérieur du globe terrestre. Donc, pour en revenir à la question du temps, il s'agit simplement là d'un montage, c'est-à-dire que pendant les 20 minutes où on va récupérer des ondes et des ondes sismiques à une station, au moment où ça va être rediffusé dans l'espace, on va faire une sorte de collage, parce que la plupart du temps, pendant 20 minutes, on n'a pas le temps de renouveler un signal pour qu'il fasse 5 minutes. Donc je ne m'exprime pas très bien, mais excusez-moi, je ne trouve pas la façon claire d'exprimer ça. Mais toujours est-il que donc on récupère la fin du signal qui avait été précédemment diffusé et on va coller la suite de ce qu'on a récupéré comme données pendant que les autres sources jouaient. Voilà. Je passe là à une autre pièce pour des raisons que vous allez comprendre dans un instant. En fait, je vais lancer
le son. Non. Si je vais lancer le son, ce serait gentil s'il était pas très fort. Vous allez peut-être régler quand... Là, je le lance, je pense. Un petit peu plus haut. Noirci de rêve, troussa l'archipel sidérant. Je ne vais pas vous parler de ce projet complètement. Si vous pouvez baisser, il y a des moments de silence, c'est normal en fait. Ces mots que vous entendez, qui sont des fragments de poèmes, peut-être un tout petit peu plus bas, merci. Des fragments de poèmes de Gerasim Luca, de Joséphine Bacon, de Gaston Miron, de Michel-Ange, qui sont lus par donc des performeurs et des poètes, dont Cheryl Sim, David Napoli, Chloé Sainte-Marie, et j'en oublie sûrement, c'est certain, correspondent à l'arrivée des muons, qui sont donc des particules cosmiques qui arrivent de la haute atmosphère, et qui en a à peu près une 60aine au mètre cube qui arrivent à chaque instant, qui rentrent en nous, comme ces sons. Et donc, chaque fragment sonore, là, correspond à l'espace d'exposition qu'on avait donc à la MEP pour cette pièce Nox Mater, étude pour muons et silence. On avait construit une pièce anéchoïque dans laquelle donc il y avait des haut-parleurs hyperdirectionnels qui transmettaient ces fragments poétiques qui étaient échantillonnés au préalable. Et il y avait aussi quelques éclats de lumière simultanément qui apparaissaient avec l'arrivée de ces muons. Donc on voit ici le montage. C'est impossible à documenter cette pièce parce que c'est impossible. On était dans le noir total, dans le silence total, et donc c'était impossible de faire une vidéo. Voilà, mais on a une idée ici du montage dans une des caves de la MEP. Je ne vais pas commenter parce qu'on n'aura pas le temps. OK. Non, je pense que... Non, je vais faire une chose. C'est juste par rapport au temps, parce que je viens de voir qu'il me reste 3 minutes, alors je me dis, je ne vais pas vous faire écouter cette pièce, en fait. Je vais vous exposer mes conclusions. Ce n'est pas vraiment une conclusion, mais... Par rapport à cette question du temps. Ici, donc, je sais qu'il y a des musiciens, compositeurs, professionnels qui ont une grande connaissance en musique électronique. Mais peut-être la particularité de ma recherche en son concerne, dans mon travail, mais aussi dans l'œuvre de nombreux artistes plasticiens, l'utilisation du sonore comme un médium. Et ma question de thèse, c'était comment est-ce que des artistes plasticiens, bien qu'on dise aujourd'hui plasticien, que le terme de plasticien, une amie m'a dit « mais c'est ringard, arrête d'utiliser ce terme-là ». Alors c'est vrai, mais cela dit, il n'en reste pas moins que c'est une pensée. Alors, bon, il faut trouver d'autres termes probablement, mais comment est-ce que des artistes plasticiens ou des artistes visuels, j'aime pas non plus cette expression, bref, ont utilisé le son, pourquoi et comment ils ont utilisé le son pour produire des formes qui, selon moi, n'est pas de la musique, même si on peut avoir une appréhension esthétique musicale. Et c'était toute la question de ma thèse, enfin, une des grandes questions de la thèse, donc, dont je veux partager avec vous quelques conclusions pertinentes pour le sujet de notre colloque. Comme il faut que je synthétise beaucoup, je vais essayer avec quelques mots. Voilà. Là, je ne peux pas faire l'économie de parler donc de la sonification. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce qu'est la sonification dans cette salle? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok. La sonification est une discipline de recherche officiellement née,
qui s'est constitué en 92, et c'est aussi une technique, et c'est aussi un dispositif de représentation auditif. La sonification englobe une grande part de notre activité sonore électronique, alerte, alarme, monitoring, tout ça est inclus dans la sonification. Et il y a une autre dimension, il y a une autre catégorie qu'on appelle l'exploration des données, données faisant référence aux data, aux big data, qui tentent ou qui représentent parfois des données qui ne peuvent plus être représentées soit par l'image, soit par le verbe, soit par le code, parce qu'elles sont trop nombreuses et surtout parce qu'elles se déploient dans le temps d'une façon complexe et que seul le son permet l'accès à ces données. Je mets données entre guillemets parce que donner ce qui serait donné, mais moi je parlerai aussi de formes construites, bien sûr. Je vais... c'est... Dans le cadre de la thèse, j'ai identifié deux méthodes de sonification fondamentales pour les arts. L'une s'appelle l'audification, c'est un nom qui existe et qui a été conçu par la recherche en sonification. Et l'autre, c'est la sonification par mise en correspondance. Les deux pièces, la première pièce que je vous ai présentée, Le souffle de la terre, s'inscrit dans l'audification. L'audification consiste à transposer des ondes, qu'elles soient électromagnétiques ou qu'elles soient mécaniques, comme les ondes sismiques, en ondes sonores. On va dire que la définition est assez simple, un peu trop probablement, mais en tout cas on va s'arrêter là. Et puis l'autre, on l'a vu avec Nox Mater, consiste à quantifier le monde et à transformer ces quantités en sons grâce à des principes d'échantillonnage, de choix, de mise en relation entre des quantités et des timbres. Ça y est, j'y suis. Oui. Donc, ce que je voulais avancer par rapport à la question de la forme temporelle, en fait, je voulais vous dire beaucoup plus de choses, mais je vais vous en dire qu'une seule. C'est que Douglas Kahn, donc auteur spécialiste, historien de l'art sonore, a conçu un mot qui date de 2013 dans Earth Signal, Earth Sound, dans son livre, qui s'intitule Les éolectrosoniques et qui désigne des œuvres, qu'elles soient musicales ou, comme je disais, plastiques ou installatives, en tout cas des œuvres sonores qui transforment, qui utilisent, qui explorent les ondes électromagnétiques et les ondes mécaniques de notre monde en son. Donc, une des choses que je voulais proposer ici et présenter, mais voilà, c'était un vocabulaire, donc, qui sont les éolectrosoniques, pour peut-être arrêter de parler d'œuvres technologiques et médiatiques ou numériques, qui, selon moi, limitent largement ce dont on parle, au sein d'une métacatégorie que Douglas Kahn appelle les arts énergétiques. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'audification comme comme approche morphologique de l'art, de produire des éolectrosoniques au sein des arts énergétiques. Voilà.